L'annonce a été faite aux parlementaires avant-hier et ça coïncidait avec l'ouverture d'une boutique physique de vêtements Shein dans un grand centre commercial parisien, une première mondiale pour le géant chinois. Et face au scandale qui se multipliait avec Shein, le gouvernement a adopté un ton ferme. Après les poupées à caractère pédopornographique, ce sont désormais des armes qui sont en vente sur Shein. Si une plateforme veut vendre en France, elle doit respecter nos règles. Donc, nous agissons, mesdames et messieurs, les sénateurs, et sur instruction du Premier ministre, le gouvernement engage la procédure de suspension de Shein. Hier, une opération de contrôle des douanes était organisée à l'aéroport de Roissy pour vérifier la conformité des produits. C'est 100% de tous les colis arrivés depuis 24 heures qui sont bloqués. C'est 200 000 colis qui vont être ouverts par les douaniers, la DGCCRF. Il faut qu'on puisse avoir des preuves. Les douaniers en ont tous les jours. Mais aujourd'hui, la plateforme ne pourra pas dire qu'on a juste ouvert les mauvais paquets. Résultat, des dizaines de produits non conformes ont été découverts. Au-delà d'une fermeture temporaire de la plateforme de e-commerce chinoise, le gouvernement menace Shein de sanctions financières. Plusieurs actions en justice ont aussi été lancées contre l'entreprise et la France demande en plus des sanctions au niveau européen. Les préoccupations soulevées en France, ce sont des préoccupations que nous avons déjà. Nous avons envoyé des demandes d'information à Shein, précisément sur la vente et la diffusion de produits illégaux sur son service. La Commission prend cela très au sérieux. Preuve que ces menaces inquiètent Shein, le groupe a annoncé la fermeture de sa marketplace en France, la place de marché en ligne où des vendeurs indépendants peuvent commercialiser des produits avec peu de contrôle. Un premier pas vers le gouvernement français, dit Shein, qui assure que l'entreprise s'engage à respecter toutes les lois françaises. Et on va en parler avec nos deux éditorialistes. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Bérengère Bonte, merci également d'être là, journaliste politique. On rappelle votre dernier livre, Bérengère. Gabriel Attal, l'ange exterminateur. On le voit, et c'est vrai que ça a occupé une partie de la semaine, la polémique autour de Shein. Et le gouvernement qui durcit donc le ton. Est-ce que la France et le gouvernement peuvent gagner ce bras de fer, ou est-ce qu'on est aussi dans un exercice de communication de la part du gouvernement, Arnaud ? Vraisemblablement les deux, mais enfin de toute façon la communication c'est quand même de la politique, il ne faut jamais l'oublier. Si vous voulez, Shein c'est aussi la mondialisation, la globalisation, c'est ce sujet qui est au centre des questions que l'on se pose, mais il est clair que de toute façon, il est tout à fait légitime que le gouvernement français réagisse face à une plateforme qui ne respecte pas un certain nombre de normes, face à une plateforme qui commercialise, c'est le moins qu'on puisse dire, des produits qui sont quand même assez scandaleux, notamment avec le cas des poupées. Après, on voit bien que la réponse ne peut pas être que française. Elle doit être européenne. Et d'ailleurs, ce que je note, c'est que de toute façon, les autorités françaises demandent à l'Union européenne et à la Commission de réagir, ce qui est bien légitime, en l'occurrence. Donc, c'est un sujet qui... Alors, après, il y a un autre sujet, c'est que le comportement... En réalité, c'est aussi le comportement des consommateurs. C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire un sujet qui interroge aussi les Français dans leur manière de consommer. Oui, bien sûr, parce que les Français, ils y vont sur ces plateformes. Ils ne sont pas les seuls, d'ailleurs, à y aller, les Européens en général. Donc, clairement, jusqu'où peut-on aller dans le contexte qui est le nôtre de globalisation et de mondialisation pour finalement contraindre ces plateformes ? C'est la vraie question. En tout cas, on voit que au moins, le gouvernement a réagi très vite depuis 24 heures. Il y a clairement une grosse part de communication la riposte politique, là, elle pose beaucoup de questions. Quand on entend Roland Lescure qui dit la prochaine fois, notre bras ne tremblera pas. Mais pourquoi on attend la prochaine fois ? Et j'ai envie de dire en fait, ça fait quoi, 1 an ou 2 qu'une loi est en débat, a été votée à l'Assemblée, au Sénat, contre la fast fashion, qui n'est toujours pas adoptée. Il semblerait aux dernières nouvelles que le gouvernement soit en train d'y travailler. Mais ça pose question. Et ça date pas d'ailleurs d'il y a 2 ans. Les premières alertes du milieu du textile, c'est 2019, à une époque où Shein n'avait pas de part de marché en France.
et en Europe. Aujourd'hui, alors si on ajoute Temu, etc., ces plateformes-là, c'est à peu près 10% du marché. Donc, que n'a-t-on entendu les appels? Alors, c'est toujours facile à dire, évidemment, après coup, mais quand même, moi, j'ai des souvenirs d'avoir entendu hurler dans le désert les gens du secteur du textile et un monde associatif qui était déjà mobilisé, mais plus globalement, évidemment, maintenant, il y a des poupées scandaleuses, il y a des armes, il y a des choses dangereuses. Mais ce milieu du textile et de la fast fashion, plus globalement, c'est beaucoup de gaz à effet de serre, c'est 10% des gaz à effet de serre, c'est 10% des plastiques qu'on retrouve dans les océans, c'est énormément d'enjeux environnementaux. Et tout ça, on l'a complètement laissé de côté. Et tout d'un coup, on se dit, ah bah oui, comme il y a une boutique au centre de Paris, ça commence à faire un mauvais genre, il y a des armes et il y a des poupées, on va faire quelque chose contre Chine. Mais ça ne sert à rien d'essayer d'éteindre l'incendie si vous ne travaillez pas les causes de l'incendie. Et donc, c'est sans doute une réponse plus globale. Et c'est vrai qu'Arnaud le disait, il y a aussi des questions sur le comportement des consommateurs. Alors, évidemment, il y a les problématiques de pouvoir d'achat. Chine, ça pratique des prix très bas. Mais hier, lors de l'opération du gouvernement à Roissy, 200 000 colis. Oui, mais la question du pouvoir d'achat, c'est un piège, en fait. Moi, je considère que... évidemment que c'est un sujet. Mais qui préfère, franchement... Qui, sérieusement, préfère acheter des t-shirts à 2 € qui sont dangereux pour la peau? Qui préfère prendre des crèmes qui brûlent la peau? Qui préfère, honnêtement? Donc, on peut dire... non, mais j'entends bien, mais est-ce que le rôle du politique, ça n'est pas, quand même, d'alerter un petit peu au-delà de... bah oui, vous voyez, c'est les consommateurs qui veulent... Forcément, les consommateurs... mais le rôle du politique, il est de pouvoir réguler ça pour que le textile, le monde du textile devienne plus vertueux et pas uniquement enlever Chine, puis qui sera après... Il y a beaucoup de questions qui se sont posées à l'époque de Nike, il y a beaucoup de questions qui sont posées à l'époque de d'autres... C'est des débats qu'on a déjà eu plein de fois. Donc on peut retirer juste Chine, mais encore une fois, on n'éteint pas l'incendie. Oui, alors qui achète aussi? Les classes populaires quand même, hein. Il faut voir la réalité, c'est qu'il y a quand même une question de pouvoir d'achat qui se pose. Ensuite, ça traduit aussi autre chose de plus profond, c'est que la France n'est plus un pays de production. C'est ça le problème, économiquement. Donc, les délocalisations liées à la globalisation, je veux dire, ont fait que nous avons perdu des segments entiers de notre industrie parce que tout simplement les coûts comparatifs du travail ne sont pas les mêmes, on le sait très bien en Chine qu'ils ne le sont en Europe et surtout en France. Donc il y a cette réalité. Ensuite, moi je suis d'accord, en effet, il faut que le pouvoir politique puisse intervenir, puisse réguler. Mais ça dit quelque chose aussi sur l'extrême faiblesse du pouvoir politique dans de nombreux sujets aujourd'hui. Malheureusement, c'est un sujet parmi d'autres où le politique n'est plus capable et n'est plus en capacité de maîtriser un certain nombre de phénomènes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, d'ailleurs, les autorités françaises aujourd'hui se tournent vers les autorités européennes en leur disant il faut que, en effet, l'Union européenne et la Commission européenne réagissent. Sauf que la difficulté, c'est que la position française, c'est peut-être pas la position d'un certain nombre d'États membres de l'Union européenne. Donc il y a aussi cette difficulté, si vous voulez. Moi, je pense que ça traduit deux choses. Ça traduit quand même ça traduit d'abord la désindustrialisation de notre pays, clairement, et ça traduit aussi la perte de capacité du politique au niveau de l'État-nation, de maîtriser un certain nombre de phénomènes. C'est une crise profonde et, en effet, ça interroge aujourd'hui non seulement sur les comportements des consommateurs, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi sur la capacité du politique à pouvoir répondre. Bérangère. Moi, j'ai évidemment que le consommateur, dont nous sommes d'ailleurs, les consommateurs ont peut-être une part de responsabilité, sauf que moi, il me semble vraiment que encore une fois, que le politique a un rôle important en régulant, en tentant de réguler. Il faut aussi ajouter qu'il y a un contexte de politique intérieure qui... malheureusement ou heureusement, en tout cas, qui existe, et qui fait que, par exemple, au sein de la droite, vous avez un Laurent Wauquiez qui, avec son groupe, n'est même pas sûr de voter le nouveau projet de taxe sur les tout petits colis, parce que c'est zéro taxe, au nom du zéro taxe. Donc, ils sont à la fois contre Chine, mais
ils disent déjà, Laurent Wauquiez laisse déjà entendre que cette petite taxe qui pourrait essayer de réguler ce trafic de colis, je n'ai plus les chiffres en tête, mais ils sont vertigineux de nombre de petits colis qui arrivent. Enfin, effectivement, non, vous parliez des 200 000 qui ont été contrôlés hier à l'aéroport. Quand il s'agit d'entrer dans quelque chose d'un peu concret, là, pour le coup, la politique intérieure reprend ses droits. Non, je voudrais revenir. Les consommateurs ne sont pas responsables. Évidemment, ils sont responsables quand ils achètent, en l'occurrence. Mais je veux dire, il ne faut pas leur imputer une responsabilité morale en la matière. C'est qu'ils achètent parce que, encore une fois, un grand nombre d'entre eux ne peuvent pas faire autrement. C'est une réalité. Et donc, ils vont sur des plateformes, en effet, où ils trouvent des produits beaucoup moins chers. Et donc, ils consomment. Vous en parliez un peu, Bérangère. L'actualité politique et parlementaire cette semaine, c'est le budget en cours de discussion au Parlement et la droite qui veut se faire entendre, notamment ici au Sénat, face aux socialistes qui tentent de peser à l'Assemblée nationale. On va écouter le président des Républicains, Bruno Retailleau, c'était hier soir sur BFM. Je suis heureux de ne pas être dans ce gouvernement très orienté par les socialistes. Les socialistes ont été des bonimenteurs. Ils ont fait passer 2 mensonges aux Français. Ils leur ont dit, 1, travaillez moins et vous vivrez mieux. Non, c'est faux. Le niveau de vie en France, par rapport aux Allemands, aux Italiens, est en train de chuter. C'est le travail qui fait le niveau de vie. C'est pas la dette. C'est pas les chèques à crédit de l'État. Et ensuite, ils nous ont dit, la dépense publique, c'est vertueux. Ça fait des qualités de service public. Tu parles. L'hôpital souffre, la justice, etc., l'école. Et ils nous ont dit, la dépense publique fait la croissance. C'est faux. C'est faux. Si c'était vrai, on serait, mais alors, les plus heureux du monde. Voilà, on voit bien l'axe de Bruno Retailleau, de dire que c'est un gouvernement socialiste, d'attaquer les socialistes, les bonimenteurs. Est-ce que la droite, elle va pouvoir peser sur ce budget ? Au Sénat, évidemment. Et à la fin. Évidemment, puisque au Sénat, elle est majoritaire. L'alliance entre la droite et les centristes fait qu'on peut penser que... Alors, je ne sais pas comment, d'ailleurs, va arriver Enfin, si, je sais comment il va arriver, mais dans quel état va arriver ce budget ? D'ailleurs, sera-t-il voté à l'Assemblée nationale ? C'est une vraie question. Mais on peut imaginer que le budget tel qu'il arrivera de l'Assemblée... après ce qui s'est passé ces dernières semaines à l'Assemblée nationale, sera profondément modifié par la majorité sénatoriale. Donc, et à la fin c'est toute la question. C'est vraiment toute la question. Je veux dire, on ne sait pas, encore une fois, quelle sera la forme de ce budget. Quel sera le budget qui sera adopté ? Comment sera-t-il adopté ? Toutes ces questions demeurent. Mais là où il a beau jeu, Bruno Retailleau, de dire, c'est qu'en effet, on voit bien quand même que quelque part, il y a une sorte d'alliance implicite, en tout cas, qui pour l'instant s'est construite entre le bloc central et le Parti socialiste pour éviter justement la censure, et que d'ailleurs le bloc central avale un certain nombre de couleurs, puisque finalement, globalement, le totem de la politique de l'offre, qui est quand même un élément très important, en l'occurrence du bilan que veulent exciper les macronistes depuis 7 ans, est profondément remis en cause par les amendements multiples et variés qui sont votés à l'Assemblée nationale. Mais tout cela, je veux dire, n'augure rien du résultat. Je veux dire, ne préjugeant rien du résultat final de ce budget. Est-ce que la droite, elle est un peu sur une ligne compliquée, à savoir peser sur ce budget ? Vous le rappeliez, Bérangère, pas de taxes, pas d'augmentation d'impôts. Et en même temps, les LR, ils ont toujours dit nous, on est pour la stabilité, on n'est pas pour le chaos. Du coup, elle se retrouve un peu sur 2 lignes contradictoires. Votre sous-titre, là, comment exister hors du gouvernement, c'est surtout comment exister hors du gouvernement quand on en a été. Et la difficulté pour Bruno Retailleau, c'est de s'exonérer d'un bilan pour lequel il a quand même sa part. Et donc, et j'ajoute qu'au sein de la droite, au sein des LR, parce qu'il y a même des LR, chacun n'a pas les mêmes intérêts. Et on est vraiment dans la politique politicienne. Ouais. Mais c'est ça aussi qui est en train de compliquer les choses pour Bruno Retailleau et pour l'ensemble le DLR. Et quand vous avez des Édouard Philippe qui mettent un coup d'accélérateur sur leur campagne, parce que lui, visiblement, a décidé de tenir la ligne que voulait tenir la droite,
sur les impôts, sur la réduction des déficits. Bruno Retailleau, encore une fois, est un peu coincé par son... Voilà, il y a quelques semaines, il était dans ce gouvernement. Et c'est ça. Et lui, personnellement, du coup, ça fait un mois à peu près maintenant qu'il a quitté le gouvernement, Arnaud. Est-ce que politiquement, il a eu raison ou il a eu tort? Non, mais moi, je pense que ce qu'il a eu raison. Le problème, c'est le timing qu'il a utilisé. C'est-à-dire que soit il sortait du gouvernement avant que le gouvernement soit formé. Le problème, c'est qu'il est sorti du gouvernement une fois que ce gouvernement a été formé. C'est ça qui a posé problème. Donc, en l'occurrence... Aujourd'hui, d'ailleurs, je ne sais pas, moi, si les LR sont dans le gouvernement ou pas, parce que c'est pas très clair en la matière. Il y a 6 ministres qui sont issus des rangs de LR qui siègent au sein de ce gouvernement. Que je sache, les LR n'ont pas censuré le gouvernement avec, en tout cas, la suspension de la réforme des retraites qui constituait là aussi quand même un élément très fort dans leur logiciel politique. Donc, la vraie question, c'est ce que disait Bérangère, c'est de savoir comment on fait pour être à la fois dedans et dehors. C'est ça le vrai. Et le sujet, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont... Il y a plusieurs voix, en fait, aujourd'hui. Le problème de LR, c'est que vous avez plusieurs voix. Vous avez la voix du groupe parlementaire LR qui, pour l'instant, ne veut surtout pas de censure parce qu'ils n'ont pas du tout envie de retourner devant les électeurs. Et qui est plutôt la voix, en l'occurrence, de Laurent Wauquiez. Et vous avez la voix de Bruno Retailleau et de la droite sénatoriale, qui est quand même sensiblement différente de la voix de la droite à l'Assemblée nationale. Donc, qui aujourd'hui parle au nom de LR? C'est un vrai sujet. Et on voit bien que Bruno Retailleau, en effet, se trouve quand même quelque part profondément contraint. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont plus prise sur le groupe parlementaire LR à l'Assemblée nationale. C'est un peu embêtant quand vous êtes chef d'un parti politique, que vous n'avez pas prise sur le groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Et c'est un peu cette situation à laquelle il est confronté. Et il y a quand même un élément tout à fait intéressant. Ils nous disent qu'ils vont exclure les ministres LR, et puis finalement, on comprend quelques jours plus tard que les ministres LR sont certes suspendus, j'ai cru comprendre, de leurs fonctions au sein de LR, mais qu'ils ne sont plus vraiment exclus. Donc tout ça est assez peu lisible, notamment pour une partie de l'électorat de droite, et ce qui, je pense, les fragilise, dans le moment en tout cas. Votre question, est-ce qu'il a eu raison de sortir? On savait qu'il finirait, qu'il cherchait un moyen de sortir. Il fallait bien qu'il trouve un moyen de sortir, mais il le fait de la pire des façons, c'est-à-dire il ne part pas en désaccord avec le projet de Sébastien Lecornu. Il part, mais je veux pas qu'il y ait Bruno Le Maire dans le gouvernement. Il part là-dessus. Il tweet, ce maudit tweet pour Bruno Retailleau, c'est quand même cette espèce de truc éruptif. Un peu plus qu'il y a Bruno Le Maire, je m'en vais. Ce qui est la pire des choses en politique, quand même. Et effectivement, le signal est flou, est plus que flou. Il y a la place de Bruno, puis il y a la place des LR également dans le paysage politique, avec même en interne des voix qui se font entendre, celle de Jean-François Copé, celle de Xavier Bertrand, pour clarifier la ligne et la position vis-à-vis des rassemblements nationaux. Et cette question, y aura-t-il une union des droites? Bruno Retailleau dit qu'il n'y croit pas. La clarification, elle a déjà eu lieu. Grandeur nature, preuve par 9, il y a plus d'1 an. Éric Ciotti, président à ma place, président de LR, passe, si j'ose dire, dans le camp adverse, s'allie à Marine Le Pen. Il y en a beaucoup qui sont allés avec lui? Certainement pas. Et je n'ai cessé de dire que je ne crois pas dans l'union des droites, des appareils. Je crois, moi, et je l'assume, mais alors totalement, je veux parler aux électeurs du Rassemblement national, parce que ce sont nos anciens électeurs. Il veut s'adresser aux électeurs, il dit la clarification, elle a eu lieu. C'est si clair que ça? Non, c'est pas clair du tout. Désolé, c'est pas clair du tout, mais je comprends qu'il tienne ce discours, parce qu'il peut pas tenir un autre discours, en tout cas dans le moment qu'il traverse. Mais la vérité, c'est que il y a plusieurs lignes au sein de LR. Il y a une ligne qui ne le dit pas forcément, et qui ne le dit pas en tout cas explicitement, mais qui, à mon sens, n'est pas défavorable aujourd'hui à un rapprochement avec le Rassemblement national. Ce sont notamment les députés qui sont les plus exposés au vote RN dans leur circonscription, ceux qui, par exemple, n'ont pas voté la confiance à François Bayrou. Quand même, le groupe LR s'est fracturé au moment du vote de confiance, on l'a vu clairement.
Et puis, il y a une ligne qui est une ligne que je qualifierais de chiracienne vis-à-vis du Rassemblement national, qui est incarnée notamment par M. Bertrand, qui dit aucune entente avec le Rassemblement national, ils sont hors de l'arc républicain. Mais est-ce que cette ligne est aujourd'hui majoritaire au sein de l'électorat LR? Ça, j'en suis pas du tout sûr. Moi, je pense que, si vous voulez, les états-majors ne s'entendent pas, mais quand on regarde, par contre, les études d'opinion, on voit qu'à droite, clairement, l'électorat de droite est plutôt majoritairement favorable à une union des droites. L'union des droites, en fait, c'est un concept qui est porté par l'électorat de droite, mais qui est porté par aucun des états-majors à droite. D'ailleurs, y compris par le Rassemblement national, qui n'y est pas plus favorable, en l'occurrence, que M. Retailleau, en tout cas à ce stade. Donc, c'est toute l'ambiguïté de la situation. Bruno Retailleau, il tente de rejouer Nicolas Sarkozy 2007, quoi, qui a siphonné, si on peut dire, les voix du RN, ce qui lui a permis d'accéder à l'Élysée. Sauf que la situation n'est pas la même, que le RN est aujourd'hui, Jordan Bardella dans les sondages est à 35% au premier tour d'une présidentielle, loin devant Édouard Philippe qui doit être le deuxième dans le dernier sondage à 15, devant Jean-Luc Mélenchon, etc., qui arrive aussi derrière. Je ne vais pas redire ce qu'Arnaud dit. Effectivement, le panel des Républicains est assez a des approches un peu différentes. Et je ne suis pas sûre que d'aller chercher une union des droites permettra. Aller chercher une union des droites favorisera le RN, pas la droite. Arnaud, avant de se quitter, on va terminer en parlant de Boualem Sansal. Je rappelle, vous présidez son comité de soutien. Est-ce que vous avez de ces nouvelles? Comment va-t-il? Vous savez, les informations qui nous parviennent d'Alger sont des informations qu'il faut prendre avec les plus extrêmes précautions. Elles sont d'ailleurs très souvent contradictoires. Les dernières informations que nous avions laissé entendre qu'il y aurait peut-être une aggravation de son état de santé, mais je n'ai pas de confirmation à ce stade très clair. Ce qui est sûr, c'est que ça fait 1 an qu'il est en prison, maintenant, qu'on espérait peut-être un geste de clémence du pouvoir algérien à l'occasion du 1er novembre, puisque c'est une des 2 fêtes nationales en Algérie, il faut le rappeler, avec le 5 juillet, et qu'il n'y a pas eu d'amnistie. Aujourd'hui, on reste bien évidemment extrêmement préoccupé et tout autant mobilisé, parce qu'1 an pour un homme de 81 ans qui est malade, en prison, en Algérie, ça commence à faire beaucoup. On le voit, cette semaine, il y a eu beaucoup de prix littéraires qui ont été remis, une manifestation littéraire. Boualem Sansal, il a été honoré, cité dans tous ses prix. Il a notamment obtenu le prix Renaudot Poche pour son roman de livre. Les membres de l'Académie souhaitaient qu'il en soit informé. Est-ce que vous le savez s'il a été informé ou pas? J'en sais rien. Je ne peux pas vous le dire. C'est très compliqué de vous le dire. Il a peut-être eu des éléments d'information qui lui ont été transmis en prison. Et je sais qu'il a été visité par son épouse en milieu de semaine. Alors, est-ce qu'elle a pu lui transmettre cette information? Peut-être, j'en sais rien. Il va recevoir aussi, il faut le signaler, le prix du Pen Club, le Grand Prix de la liberté d'expression, le 15, à la Maison de l'Europe, c'est-à-dire à la veille du 1er anniversaire, malheureusement, de son arrestation à Alger. Et on continuera évidemment à en parler avec vous, Arnaud. Allez, on va terminer sur une note plus légère. C'est l'histoire du jour. Le vendredi, vous le savez, c'est d'être sorti dans nos régions. Et ce week-end, c'est l'événement à Calais. Le Varan débarque pour 3 jours de spectacle. Est-ce que vous savez ce qu'est le Varan, Arnaud et Bérangère? Le Varan, c'est un animal. C'est un animal, c'est le dragon de... Super calé sur les festivités du Pas-de-Calais, bravo. Vous le voyez sur cette image, effectivement, c'est une créature imaginaire. Alors, on est quand même sur de la belle bête. 6 mètres de haut, 15 mètres de long, 22 tonnes, 6 personnes pour le piloter. Le Varan, il va donc parcourir les rues de la ville pendant 3 jours et avec lui, ses crachats, ses jets de lave et sa fumée qui sort du nez. Un Varan qui aura, à n'en pas douter du succès, près d'1 demi-million de personnes sont attendues à Calais ce week-end. Voilà, si vous voulez y aller. Comme vous êtes très calé Varan, direction Calais. Merci approfondir. Beaucoup. Merci Arnaud, merci Bérangère. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi, nous, pour la prochaine émission. On vous souhaite un très bon week-end sur notre antenne.